L'Afrique subsaharienne est un chef de file mondial dans le domaine des comptes d'argent mobile. 2% des adultes sont titulaires d'un compte d'argent mobile dans le monde, alors qu'ils sont 12% en Afrique subsaharienne. Selon des responsables du FMI présents à Dakar pour la conférence régionale de haut niveau BCAO-FMI, l'adoption des paiements mobiles en Afrique a évolué en un système bancaire parallèle allant des micro-paiements au compte épargne en passant par les prêts bancaires, portant la croissance sur le continent. There's the opportunity for the traditional banking to provide new Il y a une opportunité pour les banques traditionnelles de fournir des nouveaux produits à travers les banques mobiles. Par exemple, au Kenya, ils collectent des petits versements sur mobile et sur Internet. En Côte d'Ivoire, ils paient les frais de scolarité sur mobile. Ce n'est pas un échec du système bancaire traditionnel, c'est un complément. Ces innovations dans les services financiers, connues sous le nom de technologie financière ou fintech, suscitent un grand engouement, mais laissent tout de même perplexe. La question que nous posons, c'est quelle part de la population adulte peut avoir accès à des services financiers au sens large, avoir un compte en banque, faire des transferts d'argent et des paiements. C'est une question importante parce qu'il y a une relation claire en économie entre le développement financier, la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Selon Roger Nord, la rapide adoption de la technologie financière est surtout due au coût réduit, aussi bien pour les utilisateurs de services que pour les institutions financières. Le paiement mobile paraît être un système sûr, solide et au service des personnes qui comptent sur lui, mais il reste encore une grosse marge de progression à faire, certains segments de clientèle n'étant pas encore pénétrés, notamment les ruraux. Avant le verdict de la Cour constitutionnelle, le gouvernement gabonais, favorable à la demande du candidat déchu Jean Ping de recompter les voix, lance un appel au dialogue. Un souffle de froid du gouvernement qui cache tout de même une menace d'arrestation en cas de nouvelles violences à l'approche de la date cruciale. Oui, nous ne sommes pas aujourd'hui dans un état d'esprit tel que nous accepterions M. Ping. Mais s'il franchissait la ligne rouge, oui, madame, il sera arrêté. Jean Ping, ancien hiérarque du régime d'Omar Bongo, décédé en 2009 après avoir dirigé le pays pendant 41 ans, a saisi la Cour constitutionnelle le 8 septembre pour demander le nouveau comptage des voix dans la province du Haut-Ogooué, fief de la famille Bongo. Son adversaire, Ali Bongo, y a obtenu 95% des voix pour 99% de participation selon les résultats de la commission électorale CENAP. Le ministre de l'Intérieur met en garde contre des cellules de coordination qui, selon lui, sont mises en place dans des QG pour organiser une guérilla à Libreville lors de la proclamation des résultats par la Cour. Il est utile que chacun de nous sache que dans les jours qui vont suivre, nous restions très vigilants. Très vigilants, que nous évitions des attroupements de quelque nature que ce soit des attroupements qui paraissent armés, que ce soit des attroupements qui paraissent non armés. Le ministre de l'Intérieur dit par ailleurs prévoir un renforcement des mesures de sécurité sans aller jusqu'au couvre-feu. La Cour constitutionnelle doit en principe se prononcer, au plus tard vendredi, sur le recours de Jean Ping. Dans la capitale congolaise, la vie a commencé à reprendre ses droits mercredi. Les transports en commun ont fonctionné de nouveau, mais la circulation s'est révélée plus fluide qu'un jour normal dans cette mégapole pauvre de 10 millions d'habitants habitués aux embouteillages. Dans les quartiers sud de la capitale durement touchés par les violences, plusieurs habitants ont expliqué les débordements des jours précédents par l'exaspération d'une population excédée par une situation de misère quasi généralisée et sa volonté d'alternance politique à la tête de l'État. La police nationale a fourni un bilan global provisoire de 32 morts, civils ou membres des forces de l'ordre tués, pour beaucoup par balle, en 48 heures de pillage et d'affrontements entre forces de l'ordre et jeunes réclamant le départ du président Joseph Kabila. Mais pour l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti d'opposition historique en République démocratique du Congo, ces violences, les pires qu'ait connues Kinshasa depuis janvier 2015, ont fait plus de 100 morts. Dans un communiqué, la présidence de la République a accusé mercredi l'opposition d'avoir transformé la manifestation en émeute sanglante.
Le texte ajoute que Kabila appelle l'opposition à délaisser l'insurrection et à le rejoindre sans attendre à la table du dialogue présentement en cours pour régler les difficultés nées de l'organisation de nouveaux scrutins prévus par la Constitution. L'Église catholique, qui participe au dialogue, a demandé mardi du temps pour rechercher un consensus plus large et dans lequel il devra, selon elle, être clairement établi et stipulé que Kabila ne se représentera pas. Au moins 42 personnes sont mortes et 163 secourues mercredi en Méditerranée, près des côtes égyptiennes, après le naufrage d'un navire de migrants qui transportait jusqu'à 450 personnes selon les témoignages de 5 survivants. Le bateau a commencé à se pencher sur le côté et s'est retourné d'un seul coup. Ceux qui sont tombés sur l'arrière ne se sont jamais relevés, il n'y avait pas d'issue. Ceux qui étaient sur le bord ont sauté et ont attendu que Dieu vienne nous sauver. L'embarcation a fait naufrage près de Rosette, ville portuaire dans le delta du Nil, alors qu'un nombre grandissant de personnes part des côtes égyptiennes pour une traversée périlleuse vers l'Europe. Selon un responsable de la petite ville de Matbous, située au nord de Rosette, les opérations de sauvetage se poursuivent et on compte parmi les victimes 10 femmes, un enfant et 31 jeunes hommes, la plupart égyptiens, soudanais, érythréens, somaliens et syriens. Je ne sais pas où sont ma femme et mon fils. Moi seul ai survécu. J'aimerais être avec eux. Je vais me sentir coupable toute ma vie. Je suis responsable de leur mort. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, ces départs d'Égypte en bateau comptent pour environ 10% des arrivées en Europe. Ce voyage comporte souvent plusieurs transferts périlleux en pleine mer sur des bateaux en mauvais état. Le Premier ministre Chérif Ismaïl a appelé à fournir tous les soins nécessaires aux survivants et à poursuivre les responsables du naufrage.